Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. 2019, c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments. 150 ans après sa création, la découverte de nouveaux éléments chimiques occasionne toujours une véritable course entre scientifiques et détient peut-être le futur de l'électronique. La guerre des drones repart de plus belle dans Test 24. Avec une nouvelle régulation en cours, les constructeurs de drones de surveillance rivalisent innovation. Des mots à suivre. Transparente, sécurisée et décentralisée, la blockchain suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde du business. 10 ans après son apparition, elle se révèle comme un atout en matière de cybersécurité. Laure Wagner s'est glissée dans les salles de serveurs de plusieurs entreprises qui misent sur la chaîne de blocs pour assurer la protection des données personnelles et lutter contre le cyberespionnage. 4 portes blindées, contrôlées par un badge d'accès et des caméras de vidéosurveillance. Nous voici dans le data center de WISeKey, ce tout petit bunker ultra sécurisé est connecté à 3 autres plus grands dans les montagnes suisses grâce à la blockchain. S'il a une attaque, l'autre bunker reprend. Ça veut dire qu'on ne pourrait jamais être neutralisé ou attaqué ou paralysé. Il y a toujours un relay qui s'est fait dans les autres bunkers. Carlos Moreira a fondé cette société suisse de cybersécurité en 1999 pour assurer l'identification et l'authentification des personnes et des objets. Depuis 2008, il travaille avec la blockchain, une technologie de stockage et de transmission des informations sécurisée par la cryptographie et fonctionnant sans organe de contrôle. Les modèles de confiance aujourd'hui dans l'informatique sont un peu mis en cause par les GAFA. Notre vision, c'est que chaque personne, chaque produit allait avoir une identification. Et plutôt que garder cette identification dans une base de données dans laquelle on faisait la même chose que les GAFA font, on avait pris la décision de décentraliser ces données à travers des blockchains. WISeKey utilise aussi cette technologie pour développer ses propres produits, comme le WisePhone, le premier téléphone connecté à la blockchain et 100% sécurisé, dévoilé aujourd'hui à Genève. Il s'adresse aux salariés des entreprises sensibles. Là, vous avez un exemple d'authentification par une clé privée pour accéder à une application. Pour l'instant, c'est une version entreprise. On va prendre les identités de l'entreprise qui pourront communiquer entre eux de manière sécurisée. Fournir un service de communication sécurisé par la blockchain, c'est aussi l'objectif de Stratum. Cette start-up parisienne créée en 2015 par Richard Caetano a mis en place une plateforme pour faciliter et optimiser les échanges entre les entreprises. Notre produit appelé Trace permet à n'importe quel utilisateur professionnel de créer un workflow et d'inviter tous ses partenaires professionnels afin qu'ils puissent partager le même workflow en toute sécurité par un système peer-to-peer. Donc toutes les données, toutes les étapes et toutes les certifications sont sécurisées par la blockchain, mais avec une interface très simple et conviviale en surface. Parmi ses clients, des grands groupes du CAC 40, notamment dans le secteur de l'assurance et de la finance. Here we have different partners working together, and each one has the ability to choose which steps they want to share with the partners. Simplifier, accélérer et sécuriser les échanges, la blockchain s'avère donc être une technologie prometteuse dans des domaines d'activité variés et un véritable atout en matière de cybersécurité. Et Guillaume Gralet du magazine Le Point nous a rejoint pour en savoir plus. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors la blockchain s'invite là où on ne l'attend pas. On va prendre la direction de la Californie justement. On va prendre la direction de la Californie, Marjorie, là où la sécheresse est extrêmement sévère et plus précisément dans le comté de Sacramento, IBM a décidé de limiter la consommation d'eau. Pour cela, IBM s'est allié à un fabricant de capteurs pour satellites qui s'appelle SweetSense. L'idée, c'est de contrôler en permanence la consommation d'eau et surtout, grâce à la blockchain, de créer ce que IBM avait réussi à faire en Afrique avec l'ONG Fresh Water Trust, un smart contract qui va permettre par exemple à un fabricant de fraises et un vigneron d'échanger des bons de consommation d'eau, bref, d'avoir une maîtrise en temps réel de la consommation d'eau et limiter la sécheresse. C'est donc une des multiples applications de la blockchain. C'est l'histoire d'une des percées scientifiques les plus marquantes. Il y a 150 ans, le tableau périodique des éléments chimiques était créé par le chercheur russe Dmitri Mendeleïev.
Au-delà d'un répertoire, ce tableau est une véritable fenêtre sur l'univers des possibles. Santé, sécurité alimentaire, énergie ou encore électronique, les éléments chimiques ont la possibilité de révolutionner tous les domaines. Alors Guillaume, l'UNESCO célèbre 2019 comme l'année internationale du tableau périodique des éléments. Mais concrètement, comment est-ce qu'il faut le lire, ce tableau? Alors ce tableau, Marjorie, il faut l'envisager comme un outil d'analyse extrêmement visuel, on le voit bien, qui va nous aider à faire des liens entre les éléments qui vont avoir, lorsqu'ils sont proches les uns des autres sur ce tableau, les mêmes réactions à leur environnement physique. Je vais vous donner un exemple. Si on prend le silicium et le germanium, par exemple, eh bien, qui se situent à proximité dans le tableau, ils ont les mêmes réactions face à la conductivité de l'électricité et ça va être extrêmement intéressant. En fait, c'est grâce à l'observation du positionnement des électrons sur leur orbite qu'on voit qu'ils peuvent avoir la même réaction. Mais surtout, Mendeleïev regardait déjà vers l'avenir puisqu'en créant son tableau, il a laissé justement la place pour des éléments encore non découverts. C'est une grande partie de son génie de savoir qu'après son vivant, eh bien, d'autres scientifiques irait compléter son tableau. D'ailleurs, il y a eu d'autres éléments qui sont apparus, par exemple le scandium, le gallium ou encore le germanium, qui sont apparus entre 1875 et 1887. Et il y a énormément d'applications, vous en avez parlé tout à l'heure, dans l'électronique, ça nous intéresse beaucoup, la fabrication de transistors. Eh bien, on va à la fois utiliser certains éléments comme le silicium, qu'on va pouvoir doper avec d'autres éléments comme le bore ou le phosphore. On va pouvoir également augmenter le rendu des cellules photovoltaïques en s'intéressant cette fois-ci à l'arsenic et au gallium. Et puis le barium ou le strontium, beaucoup de noms très savants, mais on va nous permettre d'avoir des aimants qui vont être très utiles pour les trains magnétiques, bref, de véritables applications au quotidien. Oui, et surtout, cette quête n'est pas terminée puisque des organismes travaillent aux quatre coins du monde pour pouvoir trouver ces fameux nouveaux éléments. C'est le cas par exemple du Lawrence Livermore Lab en Californie, mais c'est également le cas en Allemagne à Darmstadt. On a également un centre de recherche très intéressant au Japon à Waiko ou encore en Russie. En Russie, le centre de recherche en fait possède un équipement extrêmement performant, un accélérateur de particules. Il fait travailler plusieurs milliers de chercheurs et on va pouvoir mettre au point des nouveaux éléments, tout simplement en bombardant certains éléments avec des ions. Ces nouveaux éléments, ils vont ensuite, pour pouvoir atterrir sur ce fameux tableau de Mendeleïev, être homologués. Alors il y a plusieurs instituts qui vont donner leur avis. Il y a notamment l'Union internationale de chimie pure et appliquée, mais également l'Union internationale de physique pure et appliquée. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Et lorsqu'ils se mettent d'accord, ils vont trouver un nom qui, alors c'est un peu plus poétique, un peu plus parlant, donner un nom soit de laboratoire, livermorium, de scientifique, einsteinium, mais également de planète. On a le plutonium. Ah, alors comment ces éléments justement chimiques peuvent révolutionner notre futur? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on observe en jour le jour de nouvelles applications pour ces éléments. C'est le cas par exemple du californium qui va permettre, qui aide à aider à guérir le cancer ou encore de détecter des sources de pétrole. Le véritable combat de tous ces centres de recherche est de mettre au point des îlots de stabilité. Des îlots de stabilité qui ne durent pas quelques millisecondes mais pourraient durer plusieurs années. C'est le véritable espoir. Ça pourrait donner de nouvelles sources d'énergie. Et puis j'ai envie que l'on s'intéresse une seconde à l'yttrium. L'yttrium dont la capacité de conductivité est également très intéressante. Elle pourrait aider à l'avenir, parce que c'est un vrai rêve, à mettre au point des ordinateurs quantiques. On va rêver avec vous, Guillaume. Merci infiniment. Et tout de suite, décollage immédiat pour Test 24. Les drones atterrissent sur le plateau de Tech 24. Des drones professionnels, s'il vous plaît. Cartographier par exemple 550 terrains de football en 1 heure top chrono, voir au sol des objets de la taille d'une pièce de 2 €, ça c'est la promesse du premier drone qu'on va tester ensemble, il s'appelle Aéromapper. Oui Marjorie, les drones qu'on a testés jusqu'ici sur Tech 24, c'était essentiellement des quadcopters qui sont très stables. Ici on a des drones à aile fixe qu'on va pouvoir, alors c'est extrêmement léger, c'est impressionnant mais c'est extrêmement léger, c'est bien fichu. Vous allez pouvoir vous élancer, courir pendant 2 mètres et le lancer. En fait il y a un moteur électrique, je le ferais presque là si c'était pas dangereux. J'ai l'impression que vous allez lancer un avion en papier. Voilà, et un moteur électrique va prendre le relais pour avoir une très bonne autonomie. Alors ce sont jusqu'à 180 km, ce sont des professionnels de l'aéronautique, de l'imagerie qui sont situés à Bourg-la-Reine, qui ont eu l'idée de créer ce drone. Et en dehors de son autonomie, c'est tout ce qu'on peut faire avec, notamment en le truffant de capteurs. Alors j'ai ici un capteur photo à 24 mégapixels, on peut être plus précis, c'est vraiment celui-là qui est mis sous les ailes. On peut avoir 42 mégapixels, mais surtout on peut avoir des capteurs de température, on peut avoir des capteurs à infrarouge, on peut même avoir une boule optronique qui va vous permettre de surveiller par exemple un pipeline en opération. Et pour la petite histoire, cette société française, elle a cartographié la ville de Kinshasa.
Allez, autre drone qui ressemble un peu à un ovni, Delair, juste derrière vous. Une autre entreprise française, un autre fabricant de drones à aile fixe, Delair, qui lui est également spécialisé dans l'observation avec des capteurs photo très précis. Lorsqu'on est à 200 mètres d'altitude, on va à plus de 100 mètres d'altitude, on va avoir une précision de 1,5 cm environ. Surtout, on va pouvoir en réalité voir sur une application les photos qui sont prises. On va pouvoir régler la lentille de l'appareil photo. Et c'est ce pourquoi ce Français veut être le leader mondial. Aujourd'hui, c'est une société française, Sensifly, qui est leader mondial dans le secteur. Et visiblement, il réserve aussi des surprises à l'atterrissage. Il réserve des surprises avec un atterrissage qu'on appelle bird-like. J'aime beaucoup cette expression, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez plus besoin du drone, eh bien, cette partie arrière, un peu comme ici, va se baisser et vous avez un atterrissage complètement naturel, parce que le principe de ces drones, c'est que vous n'êtes pas tout le temps, vous pouvez les laisser s'envoler, les contrôler grâce à une application, ils ne sont pas toujours à portée de vue. Des drones professionnels, certes, mais qui ont une régulation en cours qui est en train de leur donner plusieurs contraintes et du fil à retordre. Alors là, il faut se tourner chez le fabricant chinois qui s'appelle DJI, qui est extrêmement innovateur. Il vient de faire une annonce de ce qu'on appelle le geofencing. Le geofencing, c'est installer nativement dans les drones certaines interdictions. Les interdictions, par exemple, de se rapprocher tout près des aéroports. Et puis, par exemple, lorsque vous allez sur la dune du Pilat, eh bien, il y a certaines zones, parce qu'elles sont en zone protégée, où vous ne pourrez pas faire voler votre drone. Bref, on rend les drones responsables à la conception même. Magnifique, des drones qui s'autorégulent. Merci infiniment Guillaume pour toutes ces infos. Vous l'avez compris, c'est la fin de Tech24. Merci à vous pour nous avoir suivis. On se retrouve comme toutes les semaines sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages et on se dit à très très vite en plateau. Voilà, je